Le meurtre de Marion Rousset. Marion Rousset est une adolescente de 14 ans. Ses parents sont séparés depuis quelque temps déjà. Il y a des tensions dans la famille et Marion vit dès lors en foyer d'accueil. En début de soirée, le soir du dimanche 18 mars 2012, ses mères lui proposent de dormir à la maison. Marion accepte et prend le tram pour traverser Nantes. Elle traverse une partie de la ville pour s'y rendre. Marion arrive à l'arrêt de tram, en sort, se place à la station et envoie un texto à sa mère comme quoi elle est bien arrivée. Il ne lui reste que quelques centaines de mètres à parcourir pour la rejoindre, mais les minutes passent et Marion, pourtant si proche, ne frappe pas à la porte. Marion trouve la mort à 300 mètres de chez sa mère le dimanche 18 mars 2012 à Nantes, vers 21h15, au sein de WC public. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis Amandie et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, je vous raconte l'histoire du meurtre résolu de Marion Rousset. Une disparition et un crime. Marion Rousset prend le train ce dimanche soir pour rejoindre l'appartement de sa mère. Ses parents sont divorcés depuis quelques années. Et il y a beaucoup de tensions dans la famille. Marion a tendance à fuguer. Et donc, depuis peut-être quelques mois, elle dort au sein de foyer d'accueil. Et parfois chez des amis. Ce jour-là, ce dimanche 18 mars 2012, sa mère lui propose de dormir à la maison. Marion accepte et prend le tram. À 20h57, Marion envoie un texto à sa mère. « J'arrive ». Il faut environ 5 minutes de marche pour rejoindre l'appartement de sa mère en partant de l'arrêt de tram. Pourtant, Marion n'arrive pas. Le temps passe et sa mère, bien évidemment, s'inquiète. Elle tente de l'appeler, rien. Lui envoie des textos, rien non plus. Finalement, elle sort de son appartement à la recherche de sa fille. Elle la cherche plusieurs heures le dimanche soir, rien. Le lendemain matin, le lundi 19 mars 2012, un corps est découvert au sein de WC public. Le corps est à demi nu et désarticulé. Ce corps repose donc au sein de WC public, près d'un centre commercial du Bougonnais à Nantes. Le corps de l'adolescente est lardé de coups de couteau. La maman de Marion ressort de son appartement, continue de chercher sa fille. Elle n'est pas très loin de l'arrêt de tram, là où sa fille est descendue le dimanche soir. Elle s'y rend. Elle remarque en s'approchant qu'il y a beaucoup de monde, plus que d'habitude. Il y a beaucoup de passants, et aussi les pompiers, les policiers et des ambulances. La mère de Marion comprend que quelque chose est arrivé à sa fille, car ils se dirigent tous vers son arrêt de tram, le dernier lieu où Marion se trouvait. Ils sont tous arrêtés devant de petits WC publics, en face de l'arrêt de tram que devait prendre sa fille ce dimanche soir. Elle s'approche, et sa mère découvre avec horreur le corps de sa fille, lardé de coups de couteau, dans des WC publics. Une enquête commence. Une enquête. Le matin du lundi 19 mars, le corps de Marion Rousset est retrouvé et vite identifié, car la mère de Marion vit à peine à 300 mètres du lieu où Marion trouve la mort. L'enquête débute à 8h30 et tout va s'enchaîner très vite. Les gendarmes ou les policiers se rendent compte que le portable de Marion est manquant. Son portable est aussitôt géolocalisé. Il est localisé près de Vertou, au sud de Nantes. En tout cas, à l'écart du centre-ville. Les gendarmes ou les policiers prennent la route, se dirigent vers Vertou. Mais sur place, ils sont appelés, car une agression a lieu à Vertou. Cette agression, c'est celle d'un jogger, un homme de 67 ans, qui est agressé dans un parc à Vertou. Il sera agressé devant plusieurs témoins, il va se battre, lutter pour sa vie,
Il sera finalement égorgé par son agresseur devant plusieurs témoins qui seront donc tout à fait capables de donner une description. L'homme de 67 ans s'en sort par miracle. Et il y aura encore une autre agression, celle d'un monsieur de 80 ans, qui verra un homme étrange, rôder, ou plutôt un homme qui scrute l'intérieur de son appartement. Interloqué, l'homme de 80 ans ouvre sa fenêtre et demande à l'homme ce qui traficote le nez au carreau. L'homme ne répond pas. Il se contente de passer la fenêtre et commence à étrangler l'homme de 80 ans qui voit ses derniers instants arriver. Le suspect, étrangement, relâche son étreinte, fouille les placards, se saisit d'une bouteille, prend une clémentine, s'assoit et commence à manger. Il parle beaucoup et semble un peu déliré. Et lorsqu'un ami de l'homme de 80 ans passe la porte, il prend la fuite. Un signalement est fait. Le suspect dans l'agression de l'homme de 80 ans ressemble beaucoup à celui qui attendait d'égorger le dogger en milieu de matinée. L'homme est arrêté quelques heures plus tard, dans l'après-midi, puis placé en garde à vue. Il s'appelle Yannick Lewende Botelho, il a 25 ans. En garde à vue, il avoue très vite 2 meurtres, car il est convaincu d'avoir tué le dogger dans le parc. Les policiers lui demandent également pourquoi avoir pris le portable de Marion, pourquoi l'avoir gardé allumé. Et il répondra qu'il voulait appeler l'Élysée, appeler le président Nicolas Sarkozy, car il est le Messie et qu'il veut se faire reconnaître. Bref, pour les policiers, l'homme délire complètement. Il raconte, je cite, au sujet de Marion, « J'ai voulu la tuer dès que je l'ai vue ». Il procède donc à une petite prise de sang. Mais dans le sang de Yannick Lewende Botelho, il n'y a rien. Cependant, l'homme est reconnu comme un grand consommateur il y a quelques années, et les produits stupéfiants peuvent avoir un impact durable. Après ses aveux, il est directement placé en détention provisoire. Mais la question demeure, si il ne délire pas à cause de substances, c'est qu'il est fou. Alors, est-il en pleine possession de ses moyens? Devrait-il être jugé ou placé en institution? La question est délicate, car elle le rend coupable ou innocent de ses actes. Et si l'homme est reconnu fou, entre guillemets, jamais il n'ira en prison. Car en France, en vertu de l'article 122-1 du Code pénal, que je cite, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Yannick Lewende Botelho est accusé d'homicide avec préméditation, donc un assassinat, sur un mineur de moins de 15 ans, accompagné de viol et d'actes de torture et de barbarie. Les faits sont graves, il faut savoir s'il y a abolition ou non. Il sera expertisé une première fois, et le psychiatre diagnostique une psychose paranoïde. Yannick Lewende Botelho ne peut donc pas être jugé responsable de ses actes. Mais dans la plupart des cas, quand un prévenu est jugé irresponsable, il demande de nouvelles expertises, car il se dit sain d'esprit, sain de corps et d'esprit. Et chose étrange, dans ce cas précis, après la première expertise, qu'il dédouane de toute responsabilité pénale, Yannick Lewende Botelho ne souhaite plus être expertisé. Il ne veut plus voir personne. Il veut rester seul dans sa cellule. Et pour certains, ce comportement est louche. Finalement, l'homme est bien content, un peu trop même, d'être considéré comme irresponsable de ses actes. Il faudra attendre 3 ans pour qu'un expert parvienne enfin à procéder à une nouvelle expertise. C'est Michel Amar et 3 autres collègues qui entament la seconde expertise de l'homme. Après 3 ans, Yannick Lewende Botelho se dit totalement sain de corps et d'esprit, qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas besoin d'être soigné. Cela fait donc 3 ans que l'homme considéré comme malade, souffrant quand même d'une psychose paranoïde, qui ne prend aucun traitement, se sent mieux. Il n'y a plus aucun signe clinique de schizophrénie. Expertise et donc contre-expertise se contredisent entre schizophrénie paranoïde et fureur cocaïnique. Daniel Zagheri, psychiatre des hôpitaux,
interviendra sur RTL pour expliquer les arguments des experts. Yannick Lewandé-Botelho aurait très bien pu jouer la comédie, mais après 3 ans, il se comporte un peu comme tout le monde. En tout cas, il est différent, et ça c'est très étrange, car souffrant d'une psychose paranoïde, sans traitement, les symptômes devraient s'aggraver. Daniel Zagheri explique que le processus psychotique contraint la personne malade à se défendre, et donc à tuer, mais l'agression sexuelle, en aucun cas, n'est attribuable au processus psychotique. Daniel Zagheri avance plutôt un sentiment de toute-puissance. Et ça, ce n'est pas pathologique. Pas issu du trouble. Les experts doivent répondre à la question suivante. Si la maladie seule rend compte de l'acte. L'expert conclut un passage à l'acte sous influence de la drogue, d'une fureur cocaïnique, et qu'après cette bouffée psychotique, Yannick Lewandé-Botelho redevient lui-même, agissant comme vous et moi. Sa consommation de produits stupéfiants ainsi qu'un trouble psychique qui le touche ont altéré ses actes. Altéré seulement. Son comportement a simplement été altéré, il peut donc être jugé. Le procès. En novembre 2016, le procès s'ouvre. Yannick Lewandé-Botelho est prêt à répondre aux questions qu'on lui posera. Cependant, quand on lui demande de raconter sa vie, s'il refuse, « Ça ne m'intéresse pas », dit-il. Ce sont ses proches qui parleront à sa place, qui raconteront sa vie, ses relations familiales, son arrivée en France, son addiction. Yannick Lewandé-Botelho, à partir de cet instant, ne sera que spectateur, ne répondant que furtivement aux questions. Il ne donnera donc aucune explication à son geste. Il y aura une phrase que je cite. « Je n'ai pas voulu tuer Marion. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Ce n'est pas Marion qui était visée. » On en sait plus sur son histoire. Et il revient son père en France qui s'y trouve depuis 2000. Yannick arrive en 2003, il a 16 ans. Mais les relations père-fils se dégradent très vite. Et en 2009, il devient SDF à 22 ans et sombre dans la toxicomanie. Yannick Lewandé-Botelho est arrêté pour de nombreux vols et actes de violence. Il est très vite placé sous bracelet électronique. Fin 2011, début 2010, il est placé sous bracelet électronique, contraint à rester chez lui. Bracelet qu'il parviendra à découper avec une paire de ciseaux. Je cite l'avocat général. Il agresse par la suite 9 femmes, via des actes et des propositions menaçantes. Et cela en l'espace d'une semaine, entre le 10 et le 18 mars 2012, jour où il agresse et tue Marion Rousset. Au procès, l'avocat du père de Marion s'exprime ainsi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mobile que le plaisir de disposer de la vie de quelqu'un. Analyse Maître Yon Chotard, l'avocat du père de la victime. Le jeudi 17 novembre 2016, Yannick Lewandé-Botelho est condamné à la prison à perpétuité réelle et incompressible pour l'agression et le meurtre de Marion Rousset. Il n'aura, comme notre criminel, pas la possibilité de sortir vivant de prison. Yannick Lewandé-Botelho s'est vanté en prison d'avoir agressé puis tué Marion. Il répondait, selon ses dires, à un appel divin. Des voix qui parlent de fin du monde, qu'il a fait ce qu'il a fait pour le sauver. Mais pour les experts, l'appel divin ne commande pas d'agression sexuelle. La première expertise conclut à une psychose paranoïde, mais après 3 ans sans soins, Yannick Lewandé-Botelho va mieux. Aurait-il donc joué la folie pour ne pas aller en prison ? Ou alors sa forte consommation de produits stupéfiants aurait altéré son jugement au moment des faits. Pourtant, il n'y a rien dans son sang lors de son arrestation. Les jours qui ont précédé la mort de Marion, il agresse 9 femmes, soit un peu plus d'une femme par jour. Quel a été le déclencheur d'une telle fureur ? Nous n'aurons jamais la réponse. Yannick Lewandé-Botelho ne dit rien. Cette peine de prison est peut-être due à la peur qu'il recommence. Cependant, le doute plane pour les avocats de Yannick Lewandé-Botelho, qui le pensent
irresponsable de ses actes. Yannick Le Mendez-Botelho est reconnu avec une altération du discernement et pourtant il est reconnu coupable et restera en prison toute sa vie. Durant la semaine du 12 au 20 avril 2017, il retourne devant le tribunal pour la tentative de meurtre sur le jogger et la tentative de séquestration de l'homme de 80 ans. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.